J'ai tout plaqué. Mon CDI, mon statut cadre, mes missions à l'international, pour créer une agence de digital learning. Mais cette décision, elle ne s'est pas prise en un jour. Elle est le fruit de 10 ans de recherche de sens. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie pour ça. Et vous me posez des questions sur ma vie d'avant, les études que j'ai faites, comment j'en suis arrivée là. Alors aujourd'hui, je vous raconte mon parcours. Alors moi, j'ai grandi à Paris. J'ai fait toute ma scolarité dans des établissements publics, dans le même quartier. Et très honnêtement, j'étais une élève pas hyper brillante. Clairement, jusqu'au collège, j'étais dans la moyenne basse du classement. Je faisais ce que je pouvais, mais je manquais cruellement de confiance en moi. Tout a basculé en quatrième. J'ai commencé à remonter la pente. J'ai compris que j'étais pas nulle. J'ai commencé simplement à comprendre comment je fonctionnais en termes d'apprentissage. Et aussi, j'avais des profs qui me captivaient beaucoup plus. Au lycée, tout s'accélère. Je passe en première ES, puis en terminale, et bac en poche, je poursuis avec une classe préparatoire pour tenter l'école normale supérieure de Cachan, un défi immense que je ne relèverai pas. Très vite, les exigences de la prépa me dépassent, les notes chutent et ma confiance également. Mais avec le recul, cette période a été essentielle parce qu'elle m'a révélé quelque chose de fondamental. J'étais peut-être moyenne, voire mauvaise pour les concours, mais j'avais une vraie passion pour comprendre les concepts en profondeur et surtout les expliquer clairement. En fait, la meilleure façon d'apprendre pour moi, c'est quand j'explique les concepts que je viens de voir. J'avais commencé à réaliser en quatrième, quand mes notes ont commencé à monter, mais je ne le conscientisais pas, j'étais trop jeune. La réalité, c'est que ce goût pour la transmission, il était déjà là et il ne m'a plus jamais quitté. Après la prépa, je poursuis en licence d'économie à la Sorbonne. Franchement, si je suis honnête avec vous, j'y suis plus allée pour continuer mes études que par passion. Et assez vite, je comprends que je suis pas faite pour devenir chercheuse en économie, tout simplement. Ce qui m'intéresse, c'est pas résoudre des équations complexes, analyser des modèles macroéconomiques. En revanche, j'aime beaucoup comprendre les comportements humains autour de l'argent, la sociologie économique, les mécanismes psychologiques, l'histoire de la pensée économique également. Mais pas tellement les mathématiques abstraites, la recherche universitaire hyper poussée, même si c'est évidemment intéressant, mais vous voyez ce que je veux dire. En parallèle, je me rends compte d'autres choses. J'adore préparer des exposés, expliquer des concepts à d'autres, chercher une façon claire et logique de présenter les idées. C'est d'ailleurs dans ce type d'exercice que j'ai les meilleures notes. Bref, je me rends compte que j'aime profondément enseigner. Alors, je prends un virage, j'intègre un master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. C'était la première année où ce master était officiellement mis en place. Nous sommes alors en 2014. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Je me spécialise en sciences économiques et sociales par continuité avec mes études. Et là, je trouve un bon équilibre, un peu d'économie, un peu de sociologie et surtout beaucoup de pédagogie. C'est à ce moment-là que je découvre les sciences de l'éducation. Et là, tout s'éclaire. Je réalise que l'enseignement, c'est pas juste transmettre un programme, c'est un métier d'ingénierie, de posture et de relation. Pendant ces 2 années, j'ai la chance d'exercer le métier de prof en parallèle de mes études, histoire de me faire un petit peu d'argent de poche et de compléter ma bourse, car venant d'un milieu très modeste, j'étais boursière toutes mes études. J'enseigne en lycée public, puis en lycée privé, notamment dans un établissement Steiner-Waldorf. Oui, oui, vous avez bien entendu. J'ai enseigné dans une école à pédagogie alternative, un lycée hors contrat, sans même le savoir au début. À l'époque, j'avais 21-22 ans, tout ce que je voyais, c'était l'opportunité d'être payée pour exercer quelque chose que j'aimais. Je prépare des élèves au bac qui ont à peine 3-4 ans de moins que moi. Je découvre ce que c'est que tenir une classe, adapter mes cours, motiver des jeunes et surtout, je découvre la posture d'enseignant et j'adore ça. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si une vidéo sur mon expérience en pédagogie Steiner vous intéresse. C'est en général, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un sujet qui suscite beaucoup de curiosité. Malgré tout ça, quelque chose me dérange. L'économie que j'enseigne ne me passionne pas vraiment. Je me sens de plus en plus en décalage
Et puis soyons honnêtes, la pédagogie traditionnelle telle qu'elle était pratiquée à l'époque, donc 2014-2015, c'est encore très descendant et très rigide. J'ai des échos qu'aujourd'hui ça commence à changer, mais à l'époque, c'est pas encore ça. Donc je sens que j'aime enseigner, mais pas dans ce cadre-là. Et ce malaise, ce désalignement, je le garde en tête et il va me guider plus loin. D'ailleurs, c'est pendant ce master que je choisis un sujet de mémoire un peu particulier, l'usage du jeu dans la pédagogie et notamment dans l'enseignement des SES, donc les sciences économiques et sociales. Un thème original à l'époque qui va devenir le fil rouge de tout le reste. D'ailleurs, petite anecdote, dans le cadre de ce mémoire, j'ai eu la chance d'interviewer Bruno Feduti. Pour les connaisseurs, c'est l'auteur d'un jeu de société qui s'appelle Citadel, qui est un best-seller et qui continue d'être vendu à des milliers d'exemplaires tous les ans. Donc Bruno Feduti, c'est un auteur français de jeux de société qui fait partie des rares à être rentable et à pouvoir vraiment se dégager un revenu de cette activité. Et il est également prof à côté, prof de sciences économiques et sociales. Et donc j'ai eu la chance, l'honneur même de l'interroger chez lui. À l'époque, je crois que j'ai toujours l'enregistrement dans le cadre de mon mémoire. Voilà, petite anecdote que je place ici. Bref, parenthèse fermée, je reviens à mon histoire. Une fois le Master MEF terminé, je suis en face d'un choix difficile. Continuer dans l'enseignement malgré le désalignement que je ressens, ou bifurquer. Et là, je prends à nouveau une décision radicale. Je quitte la voie de l'éducation nationale et je me tourne vers celle de l'entreprise. J'intègre alors un nouveau master, cette fois en ressources humaines. Et là, on change d'univers, on change de vocabulaire, on change de posture, on change même d'université. Jusque-là, c'est un monde, l'entreprise, que je ne connaissais pas du tout, mais qui m'intriguait, évidemment. La première année, je suis dans un cursus très généraliste à Paris 13, parce que je connais pas trop, donc c'est encore flou pour moi, je ne sais pas encore trop ce qui m'intéresse et ce que je veux faire. Et je fais un stage en RH, dans une association, dans une entreprise associative, très exactement. Et ce stage, il m'aide à trancher très rapidement. Ça ne sera pas mon métier. Alors qu'on soit bien d'accord, c'était intéressant, mais pas pour moi. En effet, le juridique, les CODIR, avec la DRH, les négociations avec les syndicats, je trouvais ça formateur. J'admire les gens qui font ce métier et qui aiment ça, mais c'est pas pour moi. Encore une fois, je ressens ce décalage et ce petit signal intérieur qui me dit « tu n'es pas là où tu dois être ». Alors pour ma deuxième année de master, je reprends les rênes. Les RH, c'est un domaine très vaste. Et je me rends compte que je n'étais juste pas dans la bonne branche des RH, donc je retourne à la Sorbonne et surtout, je choisis une spécialisation en formation professionnelle. Et là, sans le savoir, je viens de poser la première pierre de Meges Learning. Cette année-là, je la considère encore aujourd'hui comme la meilleure année d'études de ma vie. Déjà, j'ai rencontré des personnes formidables avec qui j'ai encore contact aujourd'hui, ce qui, je pense, dans toutes mes années d'études, je pense que c'est vraiment les seuls camarades de classe avec qui, encore aujourd'hui, je garde un lien, mais aussi parce que, enfin, tout s'aligne. J'apprends des choses qui me passionnent, je comprends l'enjeu de la formation en entreprise, son pouvoir de transformation. Je découvre qu'on peut transmettre autrement que dans une salle de classe, et surtout, j'ai la chance d'être prise en alternance chez Orange dans une équipe de formation au cœur de la digitalisation. Et là, c'est le grand déclic. On est en 2016-2017, Orange a une ambition claire, passer au tout digital ou quasi tout digital d'ici 2020. C'est ce qu'ils appelaient les objectifs 2020 à l'époque. Et il y avait une sorte d'effervescence parce qu'il y avait l'inauguration d'un nouveau bâtiment, le lancement d'Orange Bank, qui aujourd'hui ne va plus très bien, mais c'est un autre sujet. Bref, et moi je participe à des projets innovants, je découvre les notions de scénarisation pédagogique, de storyboard, de parcours blended, et je découvre ce métier ingénieur pédagogique. C'est la première fois que j'en entends parler. Et j'ai su que je voulais faire ça. C'est fou, rien que de me remettre dans ce moment, je ressens l'émotion qui monte, quoi. Je suis dans mon élément.
je manage des prestataires, je travaille sur des projets concrets, je vois l'impact de mon travail. Et pour la première fois, en 7 ans d'études supérieures, je me dis, c'est ce que je veux faire. Et le contexte est passionnant. On est en pleine réforme de la formation professionnelle. Le CPF vient tout juste de remplacer le DIF à peine quelques années avant. On parle de formation tout au long de la vie, d'évolution professionnelle, d'adaptabilité. Et moi, je suis là et je contribue à tout ça. C'est un peu l'âge d'or de la formation pro. Et mon mémoire de fin d'études, bien évidemment, portait sur la digitalisation de la formation professionnelle. Vous voyez ? Le fil rouge se tisse petit à petit. À la fin de mon deuxième master en RH, je reçois un mail d'un programme qui vient de voir le jour qui s'appelle Pépite. Il s'adresse aux jeunes diplômés qui veulent créer leur entreprise. On me pose la question d'ailleurs si ça existe toujours aujourd'hui. Et là, pour la première fois, je me pose la question, et si je me lançais ? Et si je créais quelque chose à moi ? Mais très vite, la réalité me rattrape. Je me dis, bon, écoute, t'as 2 masters, 7 ans d'études, c'est bon, va travailler, va gagner ta vie. Et l'idée de repartir pour en plus 2 ans de master en création d'entreprise, je me dis vraiment non, pas maintenant. Alors je décline l'offre, un peu à contre-cœur, mais au fond, la graine est déjà plantée. L'idée de créer un jour quelque chose, une structure qui m'appartienne vraiment, ne me quittera plus jamais. Une fois diplômée, j'ai envie de souffler un peu et comme beaucoup de jeunes diplômés, je profite d'un petit moment de pause. Je pars à Dublin pendant 4 mois. Objectif, changer d'air, progresser en anglais et surtout prendre du recul. Je reviens avec un très bon niveau d'anglais, je passe le TOEIC, j'ai un excellent score et je me mets en quête de mon premier vrai poste. Et tant qu'à faire, je veux qu'il offre des opportunités à l'international. Et je vais être servie. 2 mois plus tard, je signe mon tout premier CDI. Je suis embauchée comme formatrice dans un éditeur de logiciels financiers. Petite boîte, 25 salariés, mais de grands projets. Et franchement, à ce moment-là, je me sens hyper fière et reconnaissante. J'ai 26 ans, je suis cadre, bien rémunérée, en tout cas pour mon âge. Je fais des formations en français, en anglais, en France et parfois à l'international. C'est exactement ce que j'espérais à cette étape-là de ma vie. Et puis, quelques mois après mon embauche, l'entreprise se fait racheter par un grand groupe international. Mon manager change, le nouveau est 100% anglophone, basé à Londres. L'équipe devient multiculturelle et je commence à travailler quasiment uniquement en anglais. Et franchement, c'est hyper stimulant. Sauf que très vite, un nouveau décalage s'installe. Un peu comme quand j'étais prof, j'adore transmettre, mais le contenu que je transmets ne m'anime pas. Je forme des professionnels à des logiciels très techniques, ultra spécialisés, qui servent à calculer des cash flows dans l'immobilier d'investissement. Ce sont des outils puissants, des sortes de super Excel, si vous voulez, en schématisant très grossièrement. Mais c'est très éloigné de mon univers et surtout, je n'ai aucune connaissance du métier de terrain des utilisateurs finaux, qui sont des fund managers ou des asset managers. Donc je maîtrise l'outil, mais je ne comprends pas le pourquoi. Et ça crée une frustration professionnelle. Je me retrouve à former des cadres, parfois des directeurs, sur un logiciel, alors que je n'ai aucune idée vraiment concrète de leur quotidien, de leurs enjeux métiers. Je me sens désalignée, j'ai besoin de sens, j'ai besoin de connexion avec l'impact de ce que je fais. Au bout de 2 ans, je commence à un petit peu tourner en rond, et le confinement arrive, toutes les formations passent à distance, et je me pose de vraies questions. Je regarde en interne, j'essaye d'évoluer, mais les portes sont fermées. Un poste d'instructional designer, donc ingénieur pédagogique, se libère en interne, je postule, mais on me dit que le poste est basé aux États-Unis et il faut y résider. Donc autrement dit, aucune perspective concrète d'évolution dans la voie que je veux. Et puis soyons honnêtes, j'en peux plus du logiciel. Je le connais par cœur, j'ai tout donné, et j'ai vraiment cette sensation de vivre en boucle, un peu comme un hamster dans sa roue. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà ressenti ce genre de décalage pro ? Dites-le moi en commentaire, partagez-moi. Ce sont souvent des moments qui préparent à de grandes décisions, des moments un peu charnières. Donc vraiment, si vous avez aussi ressenti ça, si ça fait écho chez vous, franchement,
J'aurais plaisir de vous lire en commentaire et qu'on échange là-dessus. Nous sommes fin 2022. Ça fait 4 ans que je suis dans la boîte. J'ai tout appris, j'ai beaucoup donné. Mais je sens que là, quelque chose doit changer. Et je décide donc de ne plus attendre qu'une opportunité vienne à moi. Je décide de me recréer ma propre trajectoire, d'être proactive. Je m'inscris à une formation avec l'ISTF, donc un organisme de formation spécialisé dans la formation au digital learning. J'ai fait d'ailleurs une vidéo que je vous mettrai en description sur un livre blanc qu'ils ont sorti. Et donc la formation que je fais avec eux s'appelle Concepteur de ressources e-learning. L'idée, c'est de réactualiser mes connaissances de 2017 qui commencent à devenir obsolètes. Et cette formation, c'est un tournant décisif. Déjà, parce que je me reconnecte à mon expertise en ingénierie pédagogique, que j'avais un peu mise de côté avec ce job, mais surtout parce que je découvre Geniali. Et là, c'est une révélation. Ce logiciel va changer littéralement ma vision du digital learning. Il m'ouvre un champ des possibles créatifs, pédagogiques, qui est juste dingue. J'ai l'impression d'enfin trouver ce que j'avais toujours cherché, un outil au service de la pédagogie et pas l'inverse. Alors bien sûr, c'était sportif, parce que je suivais la formation en parallèle de mon CDI, donc je bossais le soir, je prenais parfois des congés pour avancer sur les modules, mais j'étais portée par une énergie nouvelle. Je sentais que j'étais en train de me remettre au bon endroit. Et là, je me suis dit, ok, cette fois c'est bon, je me lance. Je prends une coach, Delphine Froid, qui est déjà intervenue sur ma chaîne. Je mettrai en description l'interview que j'ai fait avec elle. Et je me forme à l'entrepreneuriat avec la CCI, Chambre de commerce et de l'industrie. D'ailleurs, j'y pense, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo un peu récap des formations que j'ai suivies, que ce soit en pédagogie, les coachings que j'ai faits, les accompagnements à l'entrepreneuriat. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Voilà. Et donc, après tout ça, je décide de négocier une rupture conventionnelle avec mon entreprise. J'étais terrorisée et je vous épargne toutes les péripéties, les temps d'attente, parce qu'entre-temps, le gros groupe international, il a donc racheté la petite boîte dans laquelle j'étais originellement, mais ils ont aussi racheté une autre boîte en France. Donc on a déménagé dans cette autre boîte en France qui était plus grande. Et donc c'est eux qui, après ça, géraient la partie RH. Et donc la partie RH de cette boîte me dit qu'en principe, la rupture co, c'est pas quelque chose qu'ils pratiquent. En revanche, dans la boîte où j'ai originellement été embauchée, eux, ils le pratiquent. Bref, tout un méli-mélo, des péripéties, du stress. Je vais vous épargner ça parce que sinon on n'a pas fini. Au final, j'ai eu la chance qu'elle soit acceptée, cette rupture co, et c'est tout ce qui compte. Le 30 septembre 2022, c'est mon dernier jour, je m'en rappellerai toute ma vie. Je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Je fais un pot de départ en tout petit comité. Je ressens un mélange d'excitation, de fierté, mais un peu de vertige aussi, de cette transition. Et je dis au revoir à mes collègues et surtout, je dis bonjour à moi-même. Je dirais à ma nouvelle moi. Quelques mois plus tard, là encore, après moult péripéties que je vais vous épargner, le 14 février 2023, Meges Learning est immatriculé. J'avais un bon poste, un bon salaire, un statut stable, et j'ai tout plaqué. Mais pas sur un coup de tête, non. Parce que je savais pourquoi je le faisais. Et aujourd'hui, je peux le dire haut et fort, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et je tiens à préciser quand même quelque chose, je ne suis pas partie en mauvais termes avec mon entreprise, avec mon ancienne boîte où j'étais en CDI. Il n'y avait pas d'affaires de burn-out, de mauvaise ambiance, de conflits. J'ai toujours été bien traitée. Je ressens encore aujourd'hui beaucoup de gratitude envers eux d'avoir accepté ma demande de rupture co. Donc ce départ, c'était simplement le fruit d'un désalignement intérieur et d'un besoin profond d'évoluer vers autre chose. Voilà, je voulais le préciser parce que ça me paraissait important. Une fois Meges Learning lancé, tout s'accélère. Je me retrouve à travailler sur des projets très variés avec des clients de toute taille, TPE, PME, solopreneurs, ONG et même des grands groupes. Au début, je suis sollicitée pour des missions en freelance,
mais aussi pour animer des conférences, pour des projets de conception sur mesure, de la formation, du consulting et surtout, je redécouvre le plaisir de créer des formations qui ont du sens, qui engagent vraiment les apprenants. Très vite, je comprends que je ne veux pas être seule à bord indéfiniment. Mon ambition, c'est de passer de freelance à fondatrice d'agence. Une agence qui ne soit pas juste le reflet de moi-même, mais un collectif, un espace de création où la pédagogie rime avec clarté, fluidité et plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, je commence à m'entourer. Je suis en cours, là, c'est en cours, je constitue une équipe pour répondre à des projets plus ambitieux, plus complexes, et ça me réjouit profondément. Parce que ce que je veux bâtir avec Mojess Learning, c'est plus grand que moi. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que la gamification fait partie intégrante de mon ADN professionnel. Et en fait, elle m'a toujours accompagnée. En 2015 déjà, vous vous rappelez, mon mémoire portait sur le jeu dans la pédagogie et l'enseignement des SES. Ce que je crois profondément, c'est que le jeu peut être un levier de motivation incroyable, à condition qu'il serve le fond pédagogique du propos. Pas de gadgets, pas de fun pour faire joli, mais une expérience apprenante qui a du sens. Et ça, c'est ce que je m'efforce de construire chaque jour dans mes projets, en m'appuyant sur les sciences de l'apprentissage, sur l'expérience utilisateur et sur une conviction simple: apprendre peut et même doit être fluide, accessible et engageant. Mes hobbies personnels me nourrissent énormément dans ma pratique professionnelle, puisque depuis 10 ans, je pratique le jeu de rôle, les jeux de société, et même plus jeune, j'adorais les jeux vidéo. Donc, toutes ces expériences ludiques nourrissent ma réflexion sur les mécaniques du jeu. Je les ai vécues de l'intérieur, et je sais à quel point elles peuvent transformer une expérience quand elles sont bien utilisées pour servir l'apprentissage et pour servir l'autre, servir l'apprenant. Tiens, une autre anecdote qui est très précieuse pour moi, en juillet 2023, donc quelques mois après la création de mon entreprise, mon ancien prof de sciences de la pédagogie, quand j'étais en master MEF, qui aujourd'hui est retraité, il m'a envoyé une photo sur LinkedIn de mon mémoire de master sur le jeu et la pédagogie pour enseigner les SES. Et il m'a écrit: il y a de la suite dans les idées. Et cette phrase, accompagnée de la photo, ça m'a profondément touchée. Aujourd'hui, Mojess Learning a une mission claire: aider les organisations, donc entreprises de toute taille, les organismes de formation, les ONG solopreneurs, à concevoir des formations digitales de façon intelligente, engageante, bien structurée, ludique, pour qu'elles soient efficaces, qu'elles aient un impact, qu'elles provoquent une transformation. La digitalisation de la formation, je pense que maintenant vous le savez, c'est pas juste une tendance, c'est une nécessité. Une nécessité stratégique. Elle doit se faire avec méthode, avec pédagogie et avec intention. Et pareil pour la gamification. Et tout le monde n'a pas les compétences en interne pour faire tout ça. C'est normal. C'est là qu'on intervient, avec des outils simples, des process solides et une approche profondément humaine de la formation. Et ce que je ressens aujourd'hui, pour la première fois dans ma vie pro, c'est un alignement total. Je fais ce que j'aime, je le fais comme je le veux, et je le fais pour des projets qui ont du sens. Et ça fait du bien. Enfin! Même quand je travaille sur des sujets qui ne me passionnent pas directement, ça peut arriver, des sujets qui sont un peu éloignés de moi, de ce que je fais, eh bien, même dans ce genre de cas-là, je suis dans ma zone de génie. Je structure, je conseille, je conçois, je co-crée avec mes clients, chacun dans son rôle. Eux en tant qu'experts métiers et moi en tant qu'experte de la pédagogie. Et cette clarté, cet alignement, c'est ce qui me manquait dans mes anciens postes et c'est ce que j'ai réussi à créer ici. Voilà, vous connaissez maintenant mon parcours et ma vision. Un parcours parfois sinueux, avec des détours, des remises en question, mais toujours avec un fil conducteur: la transmission. J'ai mis presque 10 ans à trouver ce qui me faisait vibrer. Mais aujourd'hui, je suis alignée. Je sais pourquoi je me lève le matin. Je sais comment je veux contribuer. Et je sais pour qui je le fais. Si vous êtes en reconversion,
en réflexion ou simplement en quête de sens dans votre parcours, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu de clarté ou même peut-être un peu d'espoir. Parce que non, on ne trouve pas toujours sa voie du premier coup. Et oui, on a le droit de se chercher longtemps avant de se trouver. Si ce partage vous a parlé, dites-le moi en commentaire. Racontez-moi où vous en êtes, ce que vous retenez et ce que vous envisagez pour la suite. Ça m'intéresse et je réponds à tous les commentaires. Et si vous aimeriez que je crée peut-être un accompagnement de coaching ou de mentorat pour vous accompagner, que vous soyez formatrice, porteur ou formateur, porteur de projet, en reconversion, dans le domaine de la pédagogie, dites-le moi aussi. Je réfléchis à mettre en place ou à créer une offre, mais j'ai besoin, avant de le faire, de vérifier que ça répond à un vrai besoin. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose et partagez-la à une personne de votre entourage qui se pose des questions sur sa voie professionnelle ou à toute personne que ça pourrait aider. Ici, on parle pédagogie, digital learning et gamification avec beaucoup de cœur, de recul et de passion. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt sur Mojest Learning. Ciao!